Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va faire un bilan de la Tesla Model 3 puisque ça y est, elle a eu ses 1 an ou presque. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9 août. Elle a plus de 20 000 km, donc normalement c'est, je dirais, le kilométrage dans lequel je dois arriver à peu près par an puisque je suis en Hellois. Hein. Et donc du coup c'est l'heure du bilan puisqu'elle a c'est 1 an et on va faire un petit peu le tour de la voiture. Donc on va regarder un petit peu la carrosserie, les sièges, l'usure des sièges, etc. Si la peinture elle est si mauvaise que les gens peuvent le croire chez Tesla. Bon après moi j'ai le blanc multicouche, donc ça peut être un facteur qui peut être différent par rapport à une autre couleur, mais bon bref. Donc on va faire le tour de tout ça. Le bilan financier aussi dans un deuxième temps pour savoir un petit peu combien ça m'a coûté cette première année hein, en électricité, en entretien, est-ce que j'ai eu des pannes, est-ce que j'ai eu des soucis avec, voilà, donc les points positifs, les points négatifs, puis bah voilà, donc allez, c'est parti. Alors l'aspect esthétique est franchement correct, hein. En 1 an de temps, on va dire que, bon là elle a été lavée hein, pour la vidéo évidemment, mais franchement au niveau terme de peinture etc, donc il y a pas mal de personnes qui disaient que la peinture était fragile chez Tesla, notamment quand on regarde les bas de caisse ici, donc les coups, bon il y a quelques petits coups, hein, on va pas se mentir, ici là, on voit un petit gravillon qui a percuté, enfin des petits coups de gravillon, mais je veux dire c'est assez lisse. Il n'y a pas de peinture qui s'écorche, enfin qui s'écaille, voilà c'est ça le mot que je cherchais. Il n'y a pas de peinture qui s'écaille. Bon, j'ai pas mal de taches de goudron à nettoyer, donc ça bon c'est normal, hein. Je ne l'ai jamais fait depuis 1 an, donc il serait peut-être temps que je le fasse d'ailleurs. Mais globalement de ce côté-là, au niveau des bas de caisse, franchement, vous pouvez le constater par vous-même, c'est vraiment propre. Je vais dire propre dans le sens, pas voilà ici c'est... À part de la saleté et des taches de goudron, hein, on peut le voir là ici par exemple, franchement c'est plutôt costaud. À l'avant on va regarder un petit peu aussi, c'est le pare-choc, voir si on a des impacts de gravillon. Alors j'en ai quelques-uns, bon ça c'est une saleté, hein. C'est pas un impact. J'ai une toute petite marque, mais pas d'éclat de peinture. Alors je vais essayer de la trouver parce qu'elle n'est pas facile. Je crois qu'elle est là. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Elle est là, juste au-dessus de mon doigt. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est un petit renfoncement, mais la peinture a tenu. Vous voyez, ça n'a pas bougé. Alors sachez aussi que le pare-choc a été refait vu que j'avais eu un accident. Hein. Il y a une personne qui m'avait accroché, toute l'aile ici. Donc c'était tout frotté, mais ça a été correctement fait dans un garage agréé Tesla au niveau peinture, etc. Donc du coup, ça a été vraiment refait nickel. Donc de ce côté là pas de souci, mais sachez qu'avant même l'accident j'avais aucun impact, aucun coup. Donc de toute façon le pare-choc n'a pas été remplacé intégralement, ça a été juste une peinture, hein. Donc de toute façon ah si, bah là je découvre en même temps que vous un petit éclat ici, donc une petite ouais ça a griffé ici, un petit impact, donc on voit un petit peu en dessous là ça a sauté, mais vraiment rien de méchant, on le sent à peine au doigt. Je veux dire à part ça, tout le reste et parfait. Bon là c'est de la saleté, hein, des petits moucherons. Le pare-choc, on peut regarder aussi, enfin le capot n'a absolument rien. Ça j'avais déjà regardé, il n'y a pas de souci, le capot est vraiment parfait. Donc elle est vraiment, la carrosserie est vraiment correcte, hein, la peinture est vraiment tient très très bien, il n'y a pas de problème de ce côté là. On va regarder de l'autre côté également, hein, mais pas de souci normalement de ce côté. Là c'est pareil, c'est de la saleté. Il n'y a pas de, c'est pas des éclats de peinture, hein, c'est vraiment de la saleté du goudron en fait, hein, qu'il faut que je réussisse à enlever avec du produit spécial. Mais le pare-choc, enfin les bas de caisse, c'est pareil. À part les taches de goudron, de ce côté-là également, aucune trace, aucun impact, griffe, quoi que ce soit. Les ailes sont vraiment nickel. Il n'y a pas de, là pareil, c'est du goudron. Et à l'arrière ici, même chose, ce sont des saletés. Mais pas d'éclat de peinture. Donc au niveau carrosserie, RAS, en 1 an de temps, c'est tout propre, c'est parfait. Au niveau pare-brise, bah ça c'est l'usure de toutes les voitures, donc potentiellement peut-être pas des éclats, mais des petits, je sais pas comment le dire en fait.
une sorte de petit coup, mais pas des éclats, hein. Donc, mais ça c'est voilà, c'est tous les petits gravillons, les cailloux qu'on peut recevoir sur le pare-brise. C'est inhérent à toutes les voitures, quoi. Les rétroviseurs n'ont rien, pas de griffes. Vous pouvez constater aussi une chose, et là, petit clin d'œil à toi Armel, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Toi qui as rayé tes 4 jantes, hein, parce que tu dis que le gabarit de la voiture, bon je te taquine, hein, attention, hein, mais tu dis que le gabarit de la voiture est énorme, donc du coup dans les parkings, les trottoirs, etc., on prend facilement des coups de trottoir, et ben, je te laisse admirer en un an de temps mes jantes. Elles sont nickel, pas une rayure, rien du tout. Les 4, on a fait extrêmement attention. C'est vrai que c'est grand, je peux pas là-dessus, je te rejoins, c'est un gros gabarit, ça braque pas forcément super bien, mais avec les caméras, en vrai, avec les caméras latérales et les caméras arrière, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'excuse, mais on peut vraiment, si on fait attention, qu'on n'est pas pressé, etc., qu'on est soigneux, normalement il n'y a pas de souci, hein, les jantes on peut les garder intactes. Donc voilà, 1 an, 20 000 km, un petit peu plus, là elle doit avoir 20 400, et les jantes sont nickel, aucune griffe. On va essayer de garder ça comme ça. Alors après au niveau carrosserie globale, dans le sens pas gravillon, mais on va dire entretien, donc moi vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je nettoie mes véhicules toujours chez Calinoto. J'ai toujours travaillé entre guillemets avec eux, enfin j'ai toujours fait confiance en leur marque et en leur savoir-faire, et la carrosserie est vraiment mais nickel, il n'y a pas de micro-rayures, rien du tout. Après sur du blanc, vous allez me dire c'est très difficile à voir quand il y en a, c'est vrai, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de prendre un véhicule blanc et plus de prendre de véhicules trop foncés, de couleur trop foncée, parce que c'est vrai qu'au niveau entretien, c'est beaucoup plus compliqué que du blanc. Ça, là-dessus, je suis totalement d'accord avec les gens qui vont dire que c'est plus facile avec du blanc, ça c'est vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est au niveau, pas entretien, mais au niveau respect de la voiture. Bon, malheureusement, j'ai eu 2 petits déboires. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on a légèrement un petit renfoncement juste ici. Alors, je ne sais pas comment je l'ai eu. Je ne pense pas à un coup de portière puisque c'est assez haut, ça aurait été l'aile qui aurait été prise, enfin ici l'arête. Je pense plus que c'est moi avec des choses dans mes mains qui est peut-être un jour appuyé sans faire exprès, ou alors ouais, peut-être que quelqu'un qui s'est appuyé sur la voiture, mais bon, je mets toujours le sentinelle, donc je pense que je l'aurais vu. Et là malheureusement aussi sur l'aile arrière, alors je sais pas si ça va se voir vu qu'on est un petit peu à contre-jour. Ouais, ici, on va peut-être le voir ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez dans le reflet du trait blanc ici, regardez, il y a un petit renfoncement. C'est très léger. Et là, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. C'est en voulant recharger, quand j'ai pris le pistolet CCS sur un superchargeur Tesla, il y a le type 2 qui est tombé en fait. L'attache était cassée et c'est tombé net sur la carrosserie et ça m'a fait un tout petit renfoncement malheureusement. Donc là, c'est vraiment pas de bol. Sinon, à part ça, aucun coup de ma part, aucun frottement sur les ailes. J'ai fait hyper attention, à part l'accident que j'ai eu où on m'a frotté l'aile avant droite. Sinon, tout le reste, c'est nickel. Maintenant, on va regarder un petit peu, c'est les intérieurs. Alors l'intérieur, donc là, ce qu'on va retrouver principalement en traces d'usure, c'est les entrées de porte. Donc là, les seuils de porte, vous voyez, il y a des traces de pied. Bon, là, j'ai mis un produit d'entretien plastique, donc ça atténue beaucoup. Sinon, quand c'est sec, je veux dire quand c'est plus aussi, parce que le produit est assez gras, et donc ça fait un peu luire légèrement le plastique, donc ça lui rend son aspect un peu d'origine neuf. Mais quand c'est pas le cas, on voit un peu plus les traces de pied, hein, de passage de pied. Sur la portière, c'est pareil, j'ai 2 petites griffes ici, mais en vrai rien de méchant. Une autre un peu là. Mais globalement, sur 1 an, j'ai déjà eu des véhicules qui étaient bien pires que ça, et pourtant j'ai toujours fait bien attention. À l'arrière, on va regarder, parce qu'à l'arrière, on a un peu de vent, j'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro. À l'arrière, on a le fiston, hein, qui est avec nous, qui a 9 ans, mais bon, qui fait attention, hein, mais c'est pareil, des fois, avec la précipitation, on peut avoir des petits coups de pied ici, donc avec des toutes petites griffes, mais vraiment rien de méchant. Ici, bizarrement, il n'y a pas grand chose, c'est plutôt propre.
Ce qui est un peu plus dérangeant, c'est là l'arrière, hein, l'aumônière, elle prend cher hein, avec les pieds, même s'il fait attention, ça a toujours tendance à frotter un petit peu. En plus moi je suis grand, donc je recule fort le siège, donc ses pieds ont tendance à toucher un petit peu. Bon, ça malheureusement, à moins de mettre une grande protection, c'est, je vais pas dire inévitable, mais presque. Ensuite, la chose que les gens peuvent se poser, c'est le siège auto dans un enfant comme ça, le réhausseur. Est-ce que ça marque le cuir? On va regarder tout de suite. Regardez, absolument aucune marque. Il n'y a vraiment rien. Bon là j'ai passé un petit coup, donc il y a peut-être des traces de nettoyage, mais il n'y a pas de plissure, c'est pas croqué, vous voyez, il n'y a pas la marque du siège. Bon, après c'est un réhausseur, c'est pas très lourd, mais bon, quand il est assis dessus pendant plusieurs heures, quand on va en vacances par exemple, ça pourrait marquer. Après celui-ci est plutôt pas trop mal parce qu'il n'est pas trop gris, il n'y a pas de pièces saillantes en plastique, vous savez, avec des gros angles droits, c'est assez arrondi, donc du coup ça respecte un peu le siège, mais globalement même le dossier, hein, vous voyez, il est nickel. Il y a une petite trace ici, faut que je nettoie ça, c'est pas parfait, mais bon, globalement les sièges c'est un bonheur à nettoyer parce que ça s'aspire facilement en plus. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est que vous voyez toute la poussière vient se mettre un peu dans l'écran, donc il faut bien penser à aspirer ici pour enlever le plus gros. Et les taches, eh ben, comme c'est pas du vrai cuir, mais c'est une sorte de cuir, je sais plus, vegan, plastique, je sais plus exactement ce que c'est. Ça se nettoie très très bien. Vous prenez une lingette, même une lingette, je dirais bébé, ou les lingettes à alcool, ça vient enlever les taches très facilement. Et globalement, c'est vraiment bien pour nettoyer. Hein. Je veux dire, on a déjà eu des petits accidents ici à l'arrière où on avait renversé une boisson, ou je sais plus, c'était une glace, je crois. Ça avait coulé partout. On a essuyé, on a passé un coup de lingette et c'était propre, quoi. Chose qui n'aurait pas été possible avec du tissu. Donc ça, de ce côté-là, les sièges, gros point positif. Par contre, je vais vous montrer un petit peu, c'est le siège passager, enfin conducteur, pardon, et le siège passager après. Donc là, on peut voir quand même les entrées-sorties du siège. Hein. Donc c'est un petit peu marqué. Ça fait des toutes petites plissures. Alors c'est très léger, en vrai c'est très léger. Ici on a une petite marque de plissure aussi qui est assez légère. De l'autre côté il n'y en a pas. Mais bon, ça on voit que c'est le côté où on monte et on descend tout le temps, hein, ça c'est normal. Mais globalement ça va. Franchement, j'ai déjà vu des cuirs au bout d'un an pire que ça. Ma Kia notamment qui avait 2 ans et demi, 3 ans, au bout d'un an, quand je l'ai revendu au bout de 3 ans, mais au bout d'un an déjà, j'étais très déçu parce que c'était du semi-cuir, donc c'était un cuir ici et après du tissu là. Et le cuir ici était tout déjà, pas plissé, mais il était déjà tout patiné, c'est-à-dire à la base il était un peu mat comme celui de la Tesla, hein, comme ça. Et en fait il était devenu tout luisant, donc prêt entre guillemets à déjà bien usé, quoi, comme s'il avait déjà une paire de kilomètres. Donc ça, décevant sur la Kia, c'était assez décevant au niveau du siège. Je sais que ça aurait été un élément qui aurait vite été abîmé, craqué, etc. Dans le futur. Là ici, c'est la crainte que j'avais avec la Tesla quand on l'a acheté. Je m'étais dit, il y a encore du cuir. Bon, j'ai dit, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, au final, quasiment pas de plissure, quasiment pas de craquure, pas d'effet patiné, vous savez, d'effet luisant. C'est encore mat, comme d'origine. Là, c'est pareil, on a une toute petite plissure, un début de plissure qui commence à se faire, mais je dirais que c'est l'usure normale. Là, pareil, à la sortie, c'est pas usé. C'est pas non plus patiné non plus, hein, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, ils sont encore dans un excellent état pour déjà une année d'utilisation et 20 000 km. Pourtant, on monte et on descend régulièrement de ce véhicule. Hein, mais non, franchement, à l'arrière comme à l'avant, c'est vraiment top. Les sièges sont plutôt de bonne qualité, de bonne facture, même si c'est pas du vrai cuir. Alors on va regarder un petit peu la conso. Donc au niveau consommation globale, compteur. Donc on est à 148 Wh par kilomètre. Donc ouais, j'avais dit 20 400, non, on est déjà à 21 000 km. Hein. Donc on l'a eu le 19 août. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 9 août. Et bon bah voilà, on arrive bientôt au 1 an, hein. C'est pour ça que je disais c'est presque les 1 an de la voiture, à quelques jours près. Donc au niveau consommation, je suis plutôt content, 148 en ayant fait déjà pas mal de trajets sur autoroute, c'est plutôt correct. Il y en a qui font mieux, il y en a qui font bien pire. Je connais des amis qui sont plus autour des 155.
Donc ça me rassure et ça me conforte en disant que la moyenne est plutôt bonne. Alors comme vous avez pu le constater, hein, au bout d'un an, la voiture, franchement, la carrosserie, je suis très content. J'avais vraiment peur du bouclier avant avec toutes les projections de cailloux, de gravillons, etc. qu'on ait beaucoup plus d'impact. Et bah, bizarrement, j'en ai qu'un tout petit qu'on a pu voir hein, sur l'aile gauche, qui est vraiment minuscule. Un tout petit renfoncement sur la face avant du pare-choc au milieu, au-dessus de la plaque d'immatriculation, mais ça se voit à peine, quoi, vraiment. Donc, non, franchement, pour un an et 20 000 km, je trouve que la carrosserie est vraiment top. Là, par contre, elle aurait besoin d'un petit dégoudronnage, on va dire, hein, pour enlever toutes ces petites taches de goudron sur les bas de caisse. Ça, et puis sur les bas des portières à l'avant. Ça, c'est même mon ancien véhicule, c'était déjà le cas. Hein. Mais bon, elle était bleue, la Kia, elle était bleue, donc ça se voyait un peu moins. Là, sur le blanc, ça commence à se voir un petit peu plus parce que je l'ai jamais fait en un an. Donc là, il faudrait vraiment que j'achète un produit qui nettoie bien et qui enlève bien le goudron. Pour l'aspect intérieur, franchement, les sièges, c'est pareil. Le cuir, j'avais un petit peu peur, le full cuir, que ça se patine très vite. Hein, quand je dis ça se patine, je me répète, hein, mais l'effet luisant, hein, l'effet brillant, l'effet usé, hein, en fait, tout simplement. Que ça fasse beaucoup plus de plis que ce que je pensais, surtout à la sortie du siège conducteur, hein, et puis passager également. Hein. Les montants, hein, les côtés, ça a tendance généralement à se plisser, à se plier. Et je m'étais dit, ouais, dans le temps, ça va peut-être morfler. Et parce que, pareil, mauvaise expérience avec mon Audi A3. Au bout d'un an, c'était déjà tout plissé. C'était de l'Audi pourtant. Hein. La Kia, c'était pareil. C'était du cuir aussi sur le côté au niveau des remontants, enfin au niveau des maintiens du siège. Pareil, c'était du cuir et c'était déjà tout patiné. Et ça commençait déjà à se plisser beaucoup plus que ce que la Tesla est actuellement. Également au bout d'un an. Donc franchement, moi je suis plutôt très content de l'intérieur. En plus, ça se nettoie très bien. Donc franchement, rien à dire de ce côté-là. Au niveau dégradation de batterie, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Moi, quand j'ai eu le véhicule, elle annonçait 425 km d'autonomie quand je faisais une charge à 100%. Là, maintenant, elle m'annonce 411 km. Donc, au bout d'un an et 20 000 km, la dégradation est très légère. Et sachant qu'en plus, ça fait au moins 4 à 5 mois que je reste à 411 km d'autonomie. J'ai eu une période où j'étais descendu à 407 et puis je pense que les cellules se sont rééquilibrées d'elles-mêmes puisque de nouveau, je suis remonté à 411 km d'autonomie affiché, hein, toujours, attention, hein, sur l'écran, quand je suis à 100%. Et depuis, je reste à 411 km d'autonomie. Donc, je pense que la grosse dégradation de la première année a été faite. Ça y est, maintenant, ça va être beaucoup plus linéaire, ça va être beaucoup plus lent, entre guillemets. On va perdre légèrement en autonomie au fur et à mesure des années, je pense. Mais j'ai pas d'appareil pour scanner un petit peu comme Scan My Tesla, qui permet justement de voir toutes ces informations sur sa batterie. Malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut. Je peux pas vous dire exactement la vraie perte que j'ai, mais voilà, je vous laisse faire le ratio, hein, 425, 411, c'est pas beaucoup. Hein. Alors pour les points positifs, les points négatifs, j'avais déjà fait une vidéo, les 10 choses que je déteste, ou les 7 choses que j'adore, je sais plus exactement les titres de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir dans le petit i ici, je vous les remettrai. Mais globalement, ça reste à peu près toujours les mêmes défauts et les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs. Mais il y a vraiment beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Donc ça gomme tous ces petits points qui sont parfois dérangeants. Par exemple, hein, il y a certains endroits de la route où la voiture va détecter une sortie de voie ou comme si vous alliez sortir de votre voie et donc on a l'alerte de franchissement de ligne qui se met en route alors qu'il n'y a pas lieu, je suis à 3 km/h en train de sortir de ma rue. Enfin, il y a des fois, je comprends pas trop le comportement de la voiture, comment elle arrive à détecter ce genre de choses et faire des alertes. Ça, c'est le petit point un petit peu dérangeant par moment. C'est pas permanent, c'est pas tout le temps, c'est complètement aléatoire. Donc bon, j'en tiens pas trop rigueur. Je me dis qu'en plus, si ça le fait à très basse vitesse, sur des choses un peu, sur des endroits un peu, je dirais entre guillemets, où ça devrait pas le faire, bah ça m'est déjà arrivé par contre que ça sonne parce que justement j'étais inattentif et que j'avais pas mis l'autopilote et je me déportais un peu sur la voie et bah, elle me l'a signalé et corrigé. Donc voilà, donc ça c'est un petit point négatif que je retiens parce que ça m'arrive de temps en temps. Sinon globalement rien d'autre à dire. Le coffre qui buguait pendant un moment, hein, qui s'ouvrait qu'à moitié, il fallait réappuyer pour qu'il finisse sa course. Ça a été corrigé avec la dernière mise à jour. Donc depuis qu'il y a eu cette mise à jour, je n'ai plus jamais eu le problème du coffre qui s'ouvre qu'à moitié à l'arrière.
Donc ça, top. Vous voyez, hein, avec les mises à jour, on a parfois des bugs qui apparaissent et puis qui disparaissent après avec les mises à jour suivantes. Donc ça, c'est cool, c'est corrigé, c'est pris en compte par Tesla. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, globalement, il n'y a pas vraiment de points négatifs très dérangeants que je pourrais annoncer comme ça. Hein. Aucune voiture n'est parfaite, il y a toujours des petits points voilà, qui dérangent par moment. Mais globalement, je suis 100% satisfait et si je devais refaire ce choix, je n'hésiterais pas. Et voilà, si je devais revenir en arrière et choisir autre chose, bah en fait, je choisirais pas autre chose. Hein. Vraiment, je resterai sur ce modèle qui est vraiment super. Donc maintenant, on va faire la partie numéro 2 de la vidéo qui est le bilan financier de la voiture au bout d'un an. Allez, on y va. Partie bilan donc hein, de financier. Donc au moment où j'ai fait tous ces calculs, ces tableaux, prenez bien en compte que je n'étais pas tout à fait à 21 000 km comme on a pu voir tout à l'heure, mais à 19 485 km plus précisément, puisque je me suis basé vraiment sur ce kilométrage là quand j'ai fait l'ensemble de mes calculs et de mes prévisions, vous allez voir. Donc au total, au niveau du kilowatt, la voiture annonce une dépense totale de 2896 kW. Ça va me servir par la suite pour faire mes calculs d'estimation de coûts par rapport à ce qui a été dépensé chez moi et sur les superchargeurs, les bornes, etc. Donc on va commencer tout simplement ici par les superchargeurs, les bornes publiques et ce que j'ai été fait en domicile au niveau du nombre de recharges. Donc sur l'année 2021-2022, à cheval, hein, donc sur l'année de la voiture, j'ai fait 17 superchargeurs Tesla, à peu près 5 bornes publiques. Alors je me suis peut-être trompé à une ou deux près, mais bon, ça ne va pas changer grand-chose au niveau du calcul. Et environ une dizaine de charges à domicile, ça c'est certain, pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis plus ou moins 32 recharges au total. Donc au niveau du tarif, eh bien, j'ai pu prendre l'historique de mes charges grâce à l'application et grâce à votre compte Tesla, vous avez l'historique de toutes les charges, le prix que vous avez payé, le nombre de kilowatts que vous avez injecté dans votre voiture et qui vous est facturé. Donc ça, c'est très avantageux pour faire votre calcul et pour savoir combien ça vous a coûté. Donc là, il y a eu une oscillation entre 0,39 centimes et 0,51 centimes pour les superchargeurs à l'époque où ils étaient encore à 39 centimes. Et sur la fin de l'année 2021, début 2022, on a commencé à avoir des hausses qui s'est étalées jusqu'à 51 centimes jusqu'à cet été. Sur les bornes publiques, j'ai fait quelques recharges à 38,9 et à 0,389 et 0,489. Donc ça, c'était cet été principalement. Comme je ne pouvais pas me recharger à domicile sur mon deuxième lieu de vacances, donc en Ardèche. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir justement. Donc vous verrez un petit peu comment ça s'est passé, la route, les recharges, etc. Donc du coup, c'est pareil, ça j'ai l'historique, j'avais tout noté, donc j'ai pu le calculer. Et domicile, eh bien, je ne recharge que la nuit, et chez moi, la nuit, je suis en heure creuse à 15 centimes du kilowatt. Donc ce qui nous fait un total de 197,48 € de superchargeur. Les bornes publiques à 30,54 € et le domicile à 82,5 €. Ce qui nous fait un total de 310,52 €. Alors vous allez me dire, comment il a pu recharger uniquement 10 fois chez lui à 82,50 €. C'est très simple. Hein. Moi, chez moi, sur Béthune, quasiment toutes les bornes étaient gratuites. Il y en avait de très proches de chez moi, des 11 kW, enfin 22, mais 11 pour la Tesla. Il y avait l'équivalent aussi d'un superchargeur, on va dire, un Fresh Mile, hein, qui montait jusqu'à 150 kW, donc qui a pu me servir de temps en temps, qui était également gratuit. Et puis la plupart des charges, je les faisais quand je faisais mes courses à Auchan, au Lidl principalement. Donc à chaque fois, je pouvais faire des petites ou moyennes charges selon les courses. Des fois, je restais 1 heure, 1 heure et demie dans le magasin. J'arrivais même quasiment à faire des pleins complets parce que je ne rechargeais pas toujours. J'attendais pas d'être à chaque fois très très bas. Hein. Dès que j'avais l'occasion de recharger, je rechargeais. Tout ce qui était gratuit était bon à prendre. Hein. Donc du coup, sur cette année-là, m'a coûté quasiment rien, pour ainsi dire. Ce qui m'a coûté le plus cher, vous voyez, hein, c'est les superchargeurs, hein, donc 197 euros, puisqu'il y en a eu pas mal, puisque je suis parti au moins un road trip au Mont-Saint-Michel. Alors il y a eu quelques supercharges gratuites, parce que moi j'avais eu droit encore aux 1500 km de supercharge gratuits à l'époque quand j'ai eu la Tesla. Bon, maintenant ça c'est fini. Et après, c'est tout ce que j'ai payé principalement cet été, et puis quelques autres déplacements. Ensuite, les bornes publiques, voilà, ça a été principalement aussi cet été et quelques fois aussi, une fois aussi quand je suis allé en Belgique, j'avais trouvé une borne pas très chère. Et puis à domicile, j'ai estimé à environ 10 recharges, mais je suis même pas certain que j'ai vraiment atteint la dizaine de charges.
Mais bon, dans le doute, j'ai mis 10, comme ça on est à peu près bon et on est à peu près proche de la réalité. Ce qui nous fait un coût total domicile de 457 kW. Un coût total, pardon. Alors j'ai mis coût total domicile, mais ici j'ai mis. C'est si j'avais fait une extrapolation, pardon, en faisant la différence entre les 2896 kW moins ce qui a été utilisé en superchargeur. Donc j'estime que le reste, bah, ça aurait été fait chez moi. Donc ça m'aurait coûté en réalité, normalement, 822,85 €. Maintenant, on va faire un comparatif avec ma Kia Ceed que j'avais avant. Donc avant d'avoir la Tesla, j'avais une Kia Ceed 1,6 litre CDTI, donc un diesel de 115 chevaux ou 116 chevaux. Alors vous allez me dire, on ne peut pas vraiment comparer, c'est pas la même puissance, etc. C'est vrai, mais mon choix s'est porté sur la Tesla, pas pour la puissance à la base, hein, mais vraiment pour l'aspect technologique, endurance, le réseau de supercharge. Donc peu importe, j'aurais très bien pu prendre une autre voiture qui aurait été proche des performances de la Kia. Et si je n'avais pas eu les moyens d'acheter une Tesla ou une autre voiture électrique, je serais resté avec ma Kia. Donc c'est pour ça que je fais le comparatif si j'avais gardé ma Kia Ceed à l'époque sur cette même année. Donc on va regarder un petit peu consommation moyenne, etc. Donc la Kia consommait environ 6 litres au 100, entre 5 litres 8, 6 litres. Donc j'ai mis 6 litres, comme ça j'ai mis le plus élevé que j'avais de temps en temps, ça paraît cohérent. Surtout avec les trajets pour les vacances, on était facilement aux 6 litres. J'ai fait une moyenne à 1,50 €, puisqu'à l'époque où j'ai revendu la voiture, il n'y avait pas encore eu cette grosse hausse de prix, hein, où le diesel était arrivé à du 2 €. On était encore à peu près à 1,40 €, 1,50 €, donc j'ai fait une moyenne à 1,50 €, comme si on n'avait pas eu l'augmentation. Donc au nombre de litres par rapport aux 20 000 km, j'aurais dû mettre 1169 litres et ça m'aurait coûté 1753,65 €. Donc déjà, si on regarde par rapport avant aux 880 €, on voit déjà qu'on est bien plus, on est presque le double, voire plus du double, en étant à 1,50 € bien sûr. Et puis j'ai pris aussi l'extrapolisation, si on avait eu sur une année complète à 1,90 €, toujours le même nombre de litres, hein, bien sûr, là ça m'aurait coûté 2221 €. Mais je ne pouvais pas rester sur cette analyse puisque l'augmentation est arrivée en cours de temps et donc je pense qu'il s'est passé à peu près entre aujourd'hui, donc là à l'heure où je tourne la vidéo, et à l'heure où j'ai fait le tableau, c'était il y a une dizaine de jours, donc c'était tout au début août ou fin juillet, et on avait eu l'augmentation 6 mois avant, je crois à peu près. Ça fait déjà à peu près 5-6 mois qu'on a cette augmentation des 1,80, 1,90. Il y a même eu des moments où on était à 2 €, donc j'ai fait une moyenne à 1,90. Je pense être pas trop loin de la vérité, même si, attention, tenez bien compte, à l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo, le gazole était à peu près à ce prix-là. Maintenant, il a peut-être baissé, il a peut-être augmenté, je ne saurais vous dire. Là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne peux pas savoir, mais je préfère prévenir parce qu'à mon avis, je pense que ça va encore vachement bouger. Donc du coup, j'ai fait une moyenne de 6 mois, donc pile la moitié à 1,50 € le gasoil, et 1,90 € le gasoil sur les 6 mois suivants pour faire pile une année. Donc on se retrouve ici à 1,50 € sur 6 mois, donc la moitié de kilomètres et la moitié des litres forcément, à 876 € et à 1110 €, ce qui fait un total du coup, une moyenne plus proche de la réalité, qui aurait été pour moi de 1987 € d'essence, donc soit plus de 1100 € d'écart. Donc on va pouvoir faire un bilan, alors j'ai mis essence mais c'est gasoil, hein, pardon. Donc 1987 €, l'électrique ça m'a coûté réellement 310 €, ce qui nous fait une différence de 1676 € pour cette première année. Donc un pourcentage plus élevé de 84%, ce qui est énorme. Mais ça, c'est grâce aux charges gratuites que j'ai pu avoir pendant un an. Maintenant, on va faire la même chose avec uniquement des charges payantes à la maison, à domicile, plus les supercharges. Je vais garder le même nombre de supercharges parce que ça correspond à peu près à chaque fois à mes vacances. Donc je pense que si ça reste à 51 centimes du kilowatt au niveau des recharges Tesla, même si je pense que ça va encore un petit peu augmenter dans les années à venir, on sera toujours à peu près proche de la réalité, hein, de ce qu'on peut estimer. Je dis ça parce que là, justement, à l'heure où je fais aussi cette vidéo, toutes les bornes gratuites maintenant sont devenues payantes. Donc chez moi, j'ai plus le choix, je suis obligé de me recharger à domicile. Bref, petit aparté fermé. Donc du coup, comme je disais, la différence avec la Ceed, ça m'aurait coûté 84% plus cher au niveau du carburant. Et là, pour l'instant, je ne parle que de la facture carburant, hein. Enfin, carburant énergie.
soit une économie de 1676 euros comme je l'ai dit dans le tableau. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une extrapolation sur les 4 prochaines années. Donc avec la Tesla et avec la Kia Ceed si je l'avais gardée. Donc le coût total sur 5 ans pour la Tesla, donc la première année on a vu que ça m'a coûté que 310 euros, donc ça on va en tenir compte. Et on va prendre les 4 prochaines années plein tarif. Donc les 4 prochaines années plein tarif, hein, avec des recharges à domicile principalement et le même tarif et le même nombre de supercharges Tesla, ça me coûterait 3291 euros, soit un total sur 5 ans. Alors pourquoi je fais sur 5 ans? Parce que actuellement ma voiture est en LOA, la Tesla est en LOA sur 5 ans. Donc j'estime que si je vais jusqu'au bout de la LOA, au niveau budget énergie, ça va me revenir à 3601,92 euros. Sachant qu'à mon avis, ça sera un peu plus, vu qu'il va y avoir forcément une augmentation, pour moi ça va paraître logique, hein, du prix du kilowattheure chez soi et l'augmentation potentielle aussi du prix des superchargeurs Tesla. Néanmoins, je mets une petite parenthèse quand même, puisque maintenant je suis équipé de panneaux photovoltaïques et je vais continuer de m'en équiper de plus en plus pour pouvoir justement réussir à recharger la voiture en pleine journée avec un maximum de kilowatts de surproduction des panneaux qui seront injectés du coup dans la voiture, et ça devrait contrebalancer toutes ces augmentations qu'on va avoir. Maintenant, on va faire la même chose avec la Kia Ceed, hein, on va extrapoler, alors c'est pareil. On ne peut pas préciser si l'essence ou le gasoil va rebaisser ou réaugmenter. Alors baisser, j'ai quand même un petit doute. Je pense qu'on va rester autour des 1,81, 1,90. Donc j'ai gardé le tarif à 1,90 maintenant. Hein. Donc j'ai repris le même calcul que tout à l'heure pour la première année, donc 1987 euros. Hein. Comme pour la Tesla, j'ai pris le même calcul à 310 euros pour l'électricité. Sur les 4 prochaines années, ça m'aurait donc à 1,90 € le litre. J'ai pareil, j'ai pris exactement les mêmes nombres de kilomètres, etc. On serait à 8885 euros sur les 4 années suivantes, ce qui nous ferait un budget total sur 5 ans de 10 872 euros de carburant. Ce qui est quand même énorme, la différence est impressionnante. Donc plus de 7000 euros d'écart de différence. Sur les résumés, on a aussi les entretiens qui sont à prendre en compte. Donc au niveau de la Tesla, c'est assez simple. Hein. La première, alors j'ai fonctionné par année avec le nombre de kilomètres. Vous allez comprendre pourquoi. Donc au niveau de la Tesla, c'est simple, il n'y a pas d'entretien. Du moins pas d'entretien obligatoire. Donc je suis parti sur ce principe où je ne ferai pas d'entretien. Tout ce que j'ai pris en compte, c'est le filtre d'habitacle pour la climatisation qui conseille de changer. Je ne sais plus exactement le nombre de kilomètres, mais moi, je vais le changer tous les 2 ans, donc à tous les 40 000 km à peu près. Donc ça va me coûter 36 euros pour la 2e année, 36 euros pour la 4e année et 0 euros pour la 5e. Hein. Donc ce qui nous ferait un total de 72 euros de frais d'entretien. Pour la Kia Ceed, c'est un peu plus compliqué à calculer parce que j'avais déjà fait, je l'avais gardé 3 ans. J'ai plus le souvenir des entretiens, mais je sais que la première année, alors j'ai mis à cheval 20 000, 40 000. Pourquoi? Parce que c'est 2 ans ou 30 000 km. Donc comme du coup, je ne peux pas étager tous les 20 000, j'ai fusionné les 2 premières années et j'ai mis 250 euros. Ensuite, la 3e année, quand la voiture a 60 000 km, on va être proche des 300 euros, il me semble. Hein, c'était un petit peu plus cher. Et après, sur le reste, des 60 000 km, enfin encore des 30 000, donc on serait à 90 000 et pas à 100 000. On aurait environ 350 euros, je pense, d'entretien, puisqu'il va y avoir plus de choses à changer, comme la purge des liquides de frein, etc. Alors vous pourriez me dire, pourquoi tu ne l'as pas rajouté aussi, cette purge de frein, par exemple, pour la Tesla? Tout simplement parce qu'on ne s'en sert pas des freins, donc il y a juste un contrôle à faire. Et si le liquide est bon, il n'y a même pas besoin de remplacer, alors que sur un véhicule thermique, on s'en sert tous les jours de ces freins. Donc c'est nécessaire que ça soit remplacé régulièrement. Je suis vraiment resté sur le basique, c'est-à-dire le filtre d'habitacle. Alors les filtres d'habitacle, je ne les ai pas comptés pour la Kia parce que souvent c'est avec les entretiens, c'est compris dedans. Donc j'en ai pas tenu rigueur. Et après j'ai pas tenu rigueur non plus de tout ce qui est lave-glace, essuie-glace, puisque ça va s'user de la même manière sur les 2 véhicules, donc c'est pas la peine de le calculer. Et après il y a aussi les pneus. Alors ça par contre ça fait mal, hein, vous avez vu. Donc ah oui, alors du coup j'ai oublié de dire, mais on arrive à 900 euros de budget d'entretien. Et je pense que j'ai pas exagéré en mettant ces tarifs-là. Je suis peut-être même en dessous de la réalité, je pense. Mais bon, pour ceux qui ont un thermique équivalent, je dirais à une Kia Ceed, je serais curieux de savoir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre pour savoir un petit peu combien ça vous coûte en entretien, combien ça vous a coûté en entretien par exemple votre voiture. Pour voir si je suis proche ou éloigné de la réalité, mais à mon avis on n'est pas très loin. Pour les pneus, c'est là que ça fait le plus mal. Hein.
Si on remet exactement la même montre de pneus, alors j'estime un changement à 40 000 km pour les pneus arrière, au bout de 40 000, et 80 000, un changement des 4 pneus, puisque là, actuellement, c'est vrai que j'ai pas dit dans la première partie, mais l'usure des pneus est plutôt correcte. À l'arrière, je pense être à peu près à 50% d'usure, donc 50 ou 40 ou 50% d'usure. Donc je pense que je vais devoir les changer au bout de 40 000 km. Et si je remets actuellement les mêmes pneus, donc des Pilot Sport 4 T0, donc les spécialement développés pour les voitures électriques, hein, je crois que c'est même spécialement développé pour Tesla, actuellement ils sont à 220 euros pièce, hein, non un peu moins. Mais avec le montage, en gros, on arrive à 440 euros et 880 pour les 4, ce qui nous ferait un budget sur 5 ans de 1320 euros de pneus. Et c'est là que le bas blesse, hein, parce que quand on regarde pour la Kia, c'est 2 fois moins cher, hein, tout simplement. Hein. On est à 220 euros pour 2 pneus et 440 euros pour 4 pneus. Là, vous pourrez me dire, la Kia va consommer moins de pneus. C'est faux, puisque j'avais fait plus de... Combien de kilomètres j'avais fait sur le véhicule? Je sais plus. Je crois que j'avais déjà dû changer un train de pneus à 35 000 km, malgré les 116 chevaux. Vous voyez, j'avais fait moins de kilomètres que ce que je pensais. C'était aussi des Michelin, mais des Premacy. Par contre, on voit que la monte était quand même différente. Donc voilà pour les coûts d'entretien, qui a une petite différence, mais on se rattrape un peu sur les pneus, hein, malheureusement. Après, je ne suis pas obligé de remettre des Michelin, hein. Les Michelin, c'est les plus chers quasiment. Je pourrais très bien mettre d'autres marques qui sont tout aussi efficaces, à mon avis, hein. Mais voilà, pour être équitable, j'ai fait des calculs avec les mêmes pneus de monte d'origine des véhicules. Donc du coup, sur un coût total de 100 000 km, au niveau carburant entretien, on va faire le total. Donc vous allez voir, sur la Kia Ceed, donc le carburant total sur 5 ans, ça m'aurait coûté 10 872 euros, plus 1560 euros d'entretien. Donc ça aurait fait un coût total de 12 432,63 euros. Pour la Tesla, c'est un peu différent, hein, forcément. Au niveau carburant, on est à 3 601 euros de frais de carburant et 1392 euros d'entretien. Donc du coup, on serait à 4 000, bon allez, on va arrondir à 5 000 euros, ce qui fait qu'on est 2 fois plus cher, hein. Vraiment au niveau de l'économie. On est au niveau de l'économie, donc on est à 7 200 euros d'économie au niveau du carburant. Par contre, on voit que sur les entretiens, il n'y a pas tant que ça de différence à cause du prix des pneus, bien sûr. Ce qui nous fait une économie totale de 7 438 euros. Alors, je rappelle, hein, c'est une extrapolation sans vraiment tenir compte de la fluctuation du prix de l'essence, du prix de l'électricité, des entretiens, etc. Tout ça, ça peut varier, hein, mais dans les faits et dans la réalité, on voit très bien qu'on sera vraiment moins cher avec un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Si vous avez des questions que j'aurais éventuellement oublié de préciser dans la vidéo, n'hésitez pas à la mettre en description. Si vous avez aimé le contenu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça aide la chaîne aussi à être mieux référencée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi, hein, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos. Suivez-moi aussi sur Instagram, hein, je poste pas mal de choses, je suis assez actif, sur Twitter aussi de temps en temps. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt tout le monde, ciao!